Ça, c'est les 40 plus grandes entreprises en France. Et ça, c'est le nom de leurs auditeurs. Deloitte, PwC, EY et KPMG. 4 cabinets d'audit et de conseil qui, à eux seuls, font plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Soit bien plus que le PIB d'un pays comme le Maroc. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que ces cabinets ont réussi à traverser les siècles, les guerres, mais comment surtout ils ont réussi à encaisser des scandales qui étaient censés à chaque fois les enterrer, mais vous allez voir qu'ils n'ont fait que les renforcer. Mesdames, messieurs, je m'appelle Dylan. Je vous le dis, j'ai passé 4 ans en audit. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 raisons qui font que ces cabinets sont et resteront intouchables. Bienvenue sur Audit IQ. La première raison qui explique que les cabinets sont intouchables, c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Depuis très longtemps. En fait, leur histoire a commencé en même temps que la naissance du capitalisme moderne, en pleine révolution industrielle dans les années 1840. Il faut savoir que cette période de l'histoire, elle est très particulière. On a vraiment eu une bascule du monde. C'est la période pendant laquelle les machines remplacent des hommes. Les villes remplacent les campagnes. Mais surtout, les usines, les entreprises remplacent les artisans, les petits commerçants. Comme toujours, l'État, la loi a pris du temps à s'adapter. Le problème à l'époque, c'était que le capitalisme était extrêmement bridé simplement parce que c'était compliqué de créer une entreprise. À l'époque, pour créer une entreprise, il fallait avoir ce qu'on appelle la charte royale. En fait, c'était une autorisation personnelle du roi ou parfois du Parlement qui autorisait des entreprises à s'associer et à apporter du capital. C'était un système qui était élitiste, qui était réservé à ceux qui étaient proches du pouvoir, et pendant longtemps, les entreprises ont fait pression sur le gouvernement pour essayer de faire changer les choses. La loi qui a vraiment donné naissance au capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Joint Stock Company Act. En français, la loi sur les sociétés par actions. Cette loi-là, elle a permis à des associés de se mettre ensemble pour créer une entreprise, d'apporter des capitaux, mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser, c'est la loi qui a introduit l'obligation de tenir une comptabilité. Au quotidien, les comptables vont passer des écritures, dans des livres à l'époque, c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant aujourd'hui le grand livre. Et à la fin d'un exercice, la somme de ces écritures, la synthèse de toutes les opérations comptables qu'il y a eu au cours d'un exercice, aboutit à ce qu'on appelle les états financiers. C'est les comptes d'une entreprise. Sauf que la loi Joint Stock Company Act, en plus d'obliger les entreprises à tenir une comptabilité et donc à produire des états financiers, elle a aussi, quelque part, créé le métier d'auditeur. Parce que il faut bien que quelqu'un vérifie ces états financiers. Et en fait, c'est pas l'État qui vérifie les états financiers. Souvent, l'État ne va s'intéresser que au niveau d'impôts que vous allez payer. Non, en fait, ceux qui vont vérifier les états financiers, ce sont justement les auditeurs qui exercent au sein de cabinets d'audit. Et le premier auditeur, le premier cabinet moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça a été créé par un jeune de 25 ans qui, à peine 11 mois après cette loi, a créé son cabinet, William Welch Deloitte. On the 23rd of April, 1845,
William Welch Deloitte made the first entry into his time ledger. With a stroke of a pen, he set off a series of connections that has grown into a global organisation of over 330,000 of us. En fait, les cabinets ont eu la chance d'être créés au bon endroit au bon moment. Puisque pendant la révolution industrielle, entre 1820 et 1870, notamment grâce au boom des chemins de fer, pour vous donner une idée, le PIB du Royaume-Uni est passé de 27 à 100 milliards de dollars. Si ça a aidé les cabinets, c'est parce que fondamentalement, l'audit est là pour vérifier les chiffres qui sont déclarés justement par les entreprises. Et à l'époque des chemins de fer, il y avait forcément des entrepreneurs qui avaient tendance à tricher sur les chiffres pour attirer des investisseurs. Et justement, c'est comme ça, notamment que le cabinet Deloitte et beaucoup d'entre eux ont fait leurs premiers chiffres. C'était grâce à ce qu'on a appelé la Railway Mania. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup d'entreprises comme les cabinets et comme beaucoup d'autres entreprises dans le monde qui, quand le contexte économique est favorable, grossissent. C'est normal. Là où les cabinets sont particulièrement résilients, c'est que vous allez voir qu'à chaque événement dramatique, à chaque crise, les cabinets, contrairement à beaucoup d'autres entreprises, en sont sortis plus forts et gagnants. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, les cabinets avaient déjà atteint une taille quand même assez importante. À l'époque, ils étaient 8, que vous voyez ici. Vous reconnaissez certains noms. Et vous allez voir que, à l'époque, en tout cas, le plus grand des 8 cabinets, le plus prestigieux, le plus rigoureux, celui qui avait la meilleure réputation, c'était Arthur Andersen. Bref, ces cabinets, ils étaient 8, et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, forcément, le gouvernement avait besoin d'aide pour un peu vérifier que les dépenses étaient affectées au bon endroit, puisque le gouvernement américain avait dépensé, si on convertit les dollars de l'époque aux dollars d'aujourd'hui, presque 4000 milliards de dollars. Par exemple, l'ancêtre de Deloitte, donc Deloitte Haskins Sells, avait défrayé 408 salariés. Pour KPMG, c'était pareil, il y avait un partenaire de KPMG qui avait siégé au comité qui pilotait toute la production de guerre des États-Unis. Pareil pour PwC, où il y a 40% de leur effectif qui ont été mobilisés. Il y avait aussi un partenaire qui avait dirigé la marine américaine. Bref, en fait, ils avaient déjà une certaine emprise sur le monde à cette époque. Donc les cabinets, grâce à la guerre, ont gagné un peu leur lettre de noblesse. Et après la guerre, il y a eu un autre événement majeur qui a changé à jamais leur histoire, c'est la mondialisation. En fait, la mondialisation, elle a commencé aux États-Unis dans les années 1980, puisqu'en 1981, on a eu Ronald Reagan qui a instauré de nouvelles lois, qui a complètement déréglementé le marché financier, a baissé les impôts sur les plus-values, et ça a une conséquence concrète, puisque 1980, c'était un peu l'année d'or de la finance. C'était l'année des gros deals de fusion-acquisition. C'était aussi l'année du loup de Wall Street, Jordan Belfort, qui avait créé Stratton à la fin des années 80. Et en fait, en quelques deals, on a eu des entreprises qui avant pesaient quelques milliards, quelques centaines de millions, voire quelques milliards de dollars, ont commencé à avoir des valorisations qui ont juste explosé. Et le problème, c'est que pour auditer des grandes entreprises qui pèsent des milliards, il faut soi-même être un grand cabinet. Donc, les cabinets d'audit ont suivi le mouvement naturel du monde de la finance et eux aussi ont commencé à se rapprocher. D'autant plus que, là, je vous ai parlé tout à l'heure du Big 8, il faut savoir qu'ils n'avaient pas tous la même taille. Par exemple, des cabinets comme Arthur, Young et Ernst & Young n'avaient aucune chance de rivaliser face à des cabinets comme Arthur Andersen et Pricewaterhouse qui étaient largement plus grands. C'est pour ça que petit à petit, il y a eu des fusions, des acquisitions dans le monde des grands cabinets. Toute cette émulation qu'il y a eu dans les années 80, toute cette mondialisation, en plus il y a eu l'arrivée des premiers ordinateurs IBM au sein des entreprises, elle a créé un problème que personne n'avait vu venir. Je vous ai expliqué que à l'époque,
le cœur du business des cabinets, c'était bien sûr l'audit financier. Avant les années 80 et tout ce qui s'est passé, l'audit financier, c'était 90% de leur business. Mais petit à petit, les cabinets ont compris quelque chose. Que leurs clients avaient aussi des besoins. Ils avaient des besoins d'être conseillés. D'être conseillés, par exemple, pour réaliser tous les deals de fusion-acquisition des années 80, mais aussi et surtout d'être conseillés pour effectuer la transition vers l'informatique. Parce qu'avec l'arrivée des ordinateurs IBM, c'était possible d'automatiser la comptabilité, d'automatiser la gestion des stocks, d'automatiser la gestion de la paye. Et qui est mieux placé pour réaliser ça que des cabinets qui avaient déjà plusieurs années auparavant gagné leur lettre de noblesse. Et donc, en quelques années, en quelques décennies, on est passé d'un cabinet qui faisait à 90% de l'audit et que 10% du conseil, à un business model qui a complètement changé, où le conseil, à la fin des années 80, représentait déjà à l'époque plus de 40% du chiffre d'affaires de certains de ces cabinets. C'est ce qui a créé, malheureusement, le plus grand scandale comptable et financier de tous les temps. Enron. Why? It is a small word, but it is a quick, sharp, and abrupt word. Why? It is the chosen word of the nonconformist, the defiant, and the visionary. It is a confrontational word. Why? It challenges what's thought to be impossible. If you are not afraid to ask why, you can change whatever it is you want. Enron, c'était la 7e plus grande entreprise aux États-Unis et surtout, c'était une entreprise qui avait une excellente réputation. Ils recrutaient que les meilleurs élèves de l'Ivy League, donc des meilleures écoles aux États-Unis. Ils avaient été nommés entreprise la plus innovante de l'année. Vraiment, ils avaient une réputation immaculée. Pourquoi? Parce que à la base, leur business, c'était vraiment de l'énergie. En gros, ils transportaient du gaz d'un point A à un point B en utilisant, vous savez, ces gros tuyaux qu'on appelle des pipelines. Et petit à petit, ils ont switché de business model, notamment grâce à l'arrivée de l'informatique, en faisant du trading. Plutôt que de simplement transporter le gaz, ils achetaient le gaz au meilleur prix auprès du fournisseur pour les revendre à un prix plus avantageux à leurs clients. Le problème, c'est que derrière cette façade d'entreprise qui réussissait tout, il y a eu un directeur financier qui n'a pas arrêté de manipuler les comptes. Ils ont gonflé artificiellement leurs ventes en utilisant une méthode de comptabilisation qu'on appelle la mark to market, où en gros, ils comptabilisaient des contrats, par exemple, ils signaient des contrats en 2026 pour 10 ans, donc de 2026 à 2036. On va dire que ces contrats vont rapporter 50 millions d'euros par an sur 10 ans, donc au total 500 millions d'euros. Au lieu de comptabiliser 50 millions d'euros par an, ils ont comptabilisé 500 millions d'euros dès la signature du contrat. Pendant longtemps, c'est passé inaperçu. Enron avait une excellente réputation, leurs états financiers sortaient avec des bons chiffres, ils donnaient des dividendes, les actionnaires étaient contents. Sauf que tôt ou tard, ils ont dû comptabiliser petit à petit une partie des dettes qu'ils avaient auparavant cachées. Et il y a eu une année, en 2000-2001, où ils ont comptabilisé plus de 650 millions d'euros de pertes. Et forcément, ça a attiré l'attention du gendarme de la bourse aux États-Unis, qu'on appelle la SEC, qui a commencé à investiguer. Et c'est là qu'ils ont commencé à comprendre l'arnaque. Le problème dans tout ça, c'est que, vous l'aurez compris, ces états financiers étaient audités par des auditeurs. Et ce qui est très paradoxal, hein, mais vraiment, c'est ça qui est le plus perturbant avec cette histoire, c'était que l'auditeur en question, qui était non seulement au courant de cette affaire, mais qui a en plus aidé parfois Enron à cacher ses informations, malheureusement, c'est Arthur Andersen. Comme beaucoup d'autres cabinets, il faisait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire auditer un client et en même temps le conseiller et percevoir des honoraires de conseil. Et en fait, c'est pour ça que le cabinet a fermé les yeux sur les pratiques d'Enron. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que justement, Arthur Andersen, après cette histoire, n'est pas simplement tombé dans l'oubli.
Arthur Andersen a simplement été dépecé par les Big Four. On comprend que KPMG a récupéré Afrique du Sud, Nigeria, Japon. PwC a récupéré Chine et Hong Kong, mais en fait les deux grands gagnants du démantèlement d'Arthur Andersen, c'est d'abord Deloitte, qui ont récupéré le plus important, le Royaume-Uni, la Suède, le Portugal, le Pays-Bas, etc., Italie, Espagne. En France, si EY aujourd'hui est connu comme étant le premier en audit, c'est parce que en fait, ils ont récupéré quasiment tous les gros mandats d'Arthur Andersen. Du jour au lendemain, ils ont été propulsés numéro 1 en France. Et encore aujourd'hui, c'est eux, historiquement, qui ont le plus de mandats du CAC 40, notamment grâce à cette fameuse affaire Enron. Et en fait, c'est ça la deuxième raison qui font que les cabinets sont intouchables, c'est que en plus de leur histoire qui remonte à plus d'un siècle, il y a eu cette fameuse consolidation qui s'est passée déjà en passant du Big 8 puis au Big 5, et ensuite cette dernière étape où justement le Big 5 est devenu le Big 4. Along with Arthur Andersen, the eight included Arthur Young, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, Ernst & Winnie, Peat Marwick Mitchell, Price Waterhouse, and Touche Ross. The Big Eight, as they were known, grew rapidly amid a wider consolidation within the industry, including smaller firms like KMG, which merged with Peat Marwick to eventually become KPMG. Marketed as modern global business networks, competition between the eight intensified as they expanded internationally. By 1989, the Big Eight started to whittle down further when Arthur Young combined with Ernst & Winnie, while Deloitte Haskins & Sells merged with Touche Ross to form Deloitte & Touche, usually referred to as Deloitte. The Big Six became the Big Five in 1998, when Price Waterhouse merged with Coopers & Lybrand to form Price Waterhouse Coopers, now known as PwC. And when Arthur Andersen collapsed, the Big Five became the Big Four. Their dominance of the industry has grown ever since. Alors, si je dis qu'ils sont intouchables à cause de ça, c'est parce que, oui, les Big Four, les grands cabinets d'audit ont des concurrents. Il y a notamment ce qu'on appelle les challengers, donc les cabinets qui suivent juste derrière les Big Four. Dans le monde, vous avez Grant Thornton, BDO, RSM, mais vraiment, c'est pas la même échelle de mesure. Par exemple, dans le monde, le plus petit des Big Four, c'est KPMG. Et quand on combine Grant Thornton, BDO et RSM en termes de chiffre d'affaires dans le monde, ça n'atteint même pas le chiffre d'affaires du coup de KPMG. Et même quand on les compare finalement aux grands cabinets de stratégie, de conseil en stratégie, comme les MBB, donc McKinsey, Bain et BCG, quand on combine les trois, ça n'atteint même pas le chiffre d'affaires du coup de Deloitte. Toute cette domination que les cabinets ont, ça commence à faire peur, ça commence à inquiéter. L'affaire qui représente le mieux ce problème, c'est ce qui s'est passé en Australie. PwC is under fire for leaking confidential tax secrets from the government to companies. Former PwC chief executive and a senior colleague quit their roles. There's been an egregious breach of trust with others in the industry. It's one of the biggest scandals to ever hit corporate Australia. I think the country is absolutely filthy with PwC. The nation's largest consulting firm illegally used confidential government information to help its clients avoid tax. And at this point of time, who in their right mind would trust the word of PwC? It's just so shocking to me that anyone would behave like this. En 2012, l'OCDE et le G20 ont un problème. Le problème, c'est que les GAFAM ne payent quasiment pas d'impôts en Europe. Alors, l'OCDE lance un projet qui regroupe plusieurs pays, dont l'Australie. Le problème, c'est que l'Australie, en interne, ils n'ont pas suffisamment de personnes qualifiées pour faire avancer le projet. Du coup, c'est pas rare que des gouvernements fassent justement appel à des cabinets pour les aider dans ce genre de cas. La particularité de ce genre de mission, c'est que toutes les informations qui sont échangées dans le cadre de la réalisation du projet sont bien sûr
confidentiel et toutes les personnes des cabinets qui participent à ce genre de projet n'ont absolument pas le droit déjà d'utiliser ces informations pour aider le cabinet, mais surtout de les divulguer. Donc voilà, le projet commence. Le gouvernement australien décide de faire appel à PwC, Australie, et PwC envoie un partenaire qui s'appelle Peter Collins. Lui, c'était l'ancien partenaire qui était en charge de la division fiscalité internationale de PwC Australie. Et en fait, il participe à toutes les réunions. Il lit les projets de loi confidentiels, il connaît les détails des lois qui vont permettre en fait de verrouiller la fraude des GAFAM et de les faire payer finalement des impôts. Et il connaît les calendriers d'implémentation, il connaît les mesures qui sont envisagées. Quelques années plus tard, en 2015, la loi est annoncée. Entre-temps, la police australienne a commencé à enquêter. Parce qu'apparemment, il y a eu des fuites sur cette loi. Et il y a eu 144 pages d'emails qui ont été divulguées, qui montrent qu'en fait, le partenaire de PwC qui était sur la mission a fait circuler l'information par rapport au changement qui allait avoir lieu, mais qu'en plus de ça, PwC a commencé à contacter plusieurs entreprises américaines, dont Google, Apple et Amazon, pour les démarcher et leur proposer des solutions pour contourner les nouvelles lois fiscales qui allaient être mises en place. Et ça, c'est la troisième raison qui font que les Big Four sont intouchables aujourd'hui, c'est leur influence sur le monde des affaires et sur le monde politique. Ils sont là depuis longtemps, ils sont puissants, ils ont beaucoup d'alumni, et forcément, il y a des va-et-vient entre le monde politique et le monde des affaires qui leur permet d'avoir accès parfois à des informations auxquelles ils ne devraient pas forcément avoir accès, et qui leur donnent encore plus de pouvoir. Quand on prend du recul, on a compris aujourd'hui pourquoi les Big Four sont puissants. Déjà, parce qu'ils sont nés en même temps, ils ont profité de la vague de la révolution industrielle, puis de la mondialisation en 1980. Ça leur a permis d'avoir une taille suffisamment importante, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que justement, ils ont fusionné. Ils ont fusionné à plusieurs reprises pour devenir aujourd'hui des mastodontes qui écrasent du coup la concurrence. Et puis la troisième raison, c'est leur réseau puissant dans le monde des affaires, dans le monde politique, qui ne fait que renforcer leur position. Ce qui pourrait remettre en question la puissance des Big Four, c'est une dynamique qui se passe actuellement dans le monde de l'audit, c'est l'arrivée des fonds de private equity qui risquent de changer la donne. L'un des cabinets qui suit les Big Four, l'un des fameux challengers, c'est Grant Thornton, on en a parlé un peu plus tôt. En fait, ils ont, il y a quelques temps, été rachetés par des fonds de private equity. Si c'est important, c'est parce que les fonds de private equity ont des capacités énormes et qu'ils commencent à s'introduire petit à petit dans le monde des cabinets, à racheter de plus en plus de firmes pour accélérer leur croissance. Je vous en parle dans cette vidéo, je vous dis à tout de suite, salut!